Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil communal du 20 décembre 2021. Alors, avant de commencer ce conseil, je souhaiterais tout d'abord féliciter Valène de Préter pour l'heureux événement. Et il est de tradition de lui offrir un petit cadeau au nom du collège communal, ce que je ferai. Le cadeau est dans mon bureau. Malheureusement, la situation sanitaire fait que nous ne pouvons pas nous réunir en présentiel aujourd'hui et je ne pouvais dans tous les cas pas lui remettre. En tout cas, je me ferai un plaisir de lui apporter quand ce sera possible. Je souhaiterais également ajouter un point à la séance en huis clos, point qui a été transmis à l'ensemble des conseillers relatif à une rupture de contrat. Est-ce que vous êtes d'accord d'ajouter ce point? Oui, Oui. je vous remercie. Je ne sais pas, je n'ai pas reçu d'autres excuses à cette heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes excusées. Je ne pense pas. Donc j'imagine que les personnes qui ne sont pas encore là vont nous rejoindre dans le courant de ce conseil. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est le procès-verbal de notre conseil du 26 novembre 2021. Du 24 novembre, pardon, excusez-moi. Non, 26. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? Oui, Sébastien? Pour notre part, il n'y a pas de souci par rapport au PV. Je profite de l'occasion pour remercier les services communaux pour le très bon travail qui est fait par rapport à ces PV. Merci à eux. Merci, on leur transmettra. Alors, s'il n'y a pas de souci, le point suivant est une interpellation citoyenne, celle de Jacques Pochard, que nous allons admettre dans la séance pour qu'il puisse nous faire part de son interpellation. Je vois qu'il est en train de se connecter. Bonsoir, monsieur Pochard. Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Je vous entends correctement, Monsieur Dupont. Voilà, donc bienvenue parmi nous, Monsieur Pochard. Je vais vous céder tout de suite la parole, juste si vous pouvez indiquer quand il faut passer les slides, vu que vous nous avez préparé une petite présentation. Donc, quand vous souhaitez que l'on passe au slide suivant, vous simplement le mentionnez et ce sera fait. Je vous en prie. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie ici d'abord l'autorité de tutelle sur les pouvoirs locaux qui me donne ce soir la parole alors que le collège m'avait refusé ce droit citoyen. Habitant Hubersart depuis 50 ans, ma voie de pénétration dans le village comme automobiliste est la rue Jacques-Marboul. À plusieurs reprises, j'ai été confronté à des piétons, certains poussant même un landau au milieu de la chaussée à un endroit particulièrement dangereux, marqué ici par le triangle rouge. Cette situation, cela me fut confirmé par d'autres usagers, n'avait rien d'exceptionnel. Il fallait donc réagir, ce que j'ai fait en introduisant le 9 novembre 2020 une demande d'interpellation citoyenne destinée à enfin sonner l'alarme. Situé aux confins du village, cet axe de pénétration à sens unique est une longue ligne droite, on le voit, qui, à hauteur de la cure, est brisée pour redescendre vers la place des Martyrs. Des centres d'activité drainent la circulation des habitants, mais aussi des touristes. Le CPAS, la bibliothèque communale, un coiffeur, un restaurant, la grange du château, l'église, le cimetière et depuis peu le grand parking adjacent. Dia suivante, s'il vous plaît. Les signaux présents au bas de la rue, le sens unique, et depuis peu, le panneau autorisant les vélos à remonter la rue. On voit un trottoir à droite. Dia suivante, s'il vous plaît. Plus loin, le passage pour piétons en retrait par rapport aux marches à droite qui sont la sortie du CPAS. On voit clairement ici le rétrécissement de la chaussée imposé par le grand marquage au sol et le gros bac à fleurs. La dia suivante, s'il vous plaît. Puis, c'est la fin du trottoir.
dia suivante. Marcher sur la chaussée, c'est arriver au point rouge et à l'angle du mur, là où la visibilité est nulle pour les piétons. Dia suivante, s'il vous plaît. L'automobiliste qui vient en sens inverse à cet endroit a lui aussi une visibilité nulle. La signalisation, on peut le voir, impose le 30 km à l'heure, mais qui la respecte? Deux facteurs augmentent la dangerosité à cet endroit en encourageant l'automobiliste instinctivement à serrer à gauche et à mettre ainsi encore plus en danger les piétons sur la chaussée. Le rétrécissement de la chaussée imposé par le grand marquage au sol et le bac à fleurs et le parking sauvage, dia suivante s'il vous plaît, de véhicules même communaux. Un danger accru réside dans l'apparition de la voiture électrique. Le piéton qui remonte la chaussée, arrivé au point dangereux, n'entendra plus le véhicule venant en sens inverse. L'autorisation récente aux cyclistes de remonter la rue fera qu'il sera possible d'avoir au même moment au point dangereux, côte à côte, un piéton et un cycliste, ce qui réduira encore la largeur disponible de la chaussée. La signalisation actuelle aurait été conçue suite à un accident ancien ayant provoqué au bout de la longue ligne droite des dégâts à la maison. La question qui se pose cependant aujourd'hui est simple. Faut-il continuer à protéger prioritairement la façade de cette maison ou bien les usagers faibles, les cyclistes, mais aussi et malgré eux, les piétons imprudents? La réponse est évidente, mais exige un peu de travail. En effet, il s'agit d'une situation assez complexe vu l'ensemble des facteurs, signalisation et usagers. Parmi les piétons, il faut tenir compte d'abord des membres du CPAS. Ils agissent, eux, en connaissance de cause. Ils connaissent bien le danger et font sans doute preuve de la plus grande prudence. Ensuite, les bénéficiaires du CPAS ou autres habitants qui ne connaissent pas aussi bien la dangerosité du lieu. Et enfin, les visiteurs de l'église Saint-Aldegonde ou tout groupe de promeneurs ou touristes ignorant tout de la dangerosité de cet endroit. Il faut donc aller vers une solution. Depuis toujours, ici aussi, il y a eu des personnes du genre Yaka qui ont cru que des problèmes complexes pouvaient être résolus par des solutions simples. Lors du collège du 9 mars, j'ai exposé tous les facteurs concernant cette question. Un des points était l'aspect peinture au sol avertissant de la présence des cyclistes. Au mois d'avril, un miroir a été installé, mais le travail mal conçu, le miroir a vite été détruit et n'a pas réapparu. En septembre, la peinture au sol évoquée a été posée au profit du cycliste. À ce jour, 9 mois plus tard, les partisans du Yaka ne sont pas allés plus loin et rien n'a été fait pour protéger spécifiquement les piétons. Je crois qu'un peu d'imagination et un tout petit peu de bonne volonté pourraient ici enfin venir à point. Je rappelle que la déclaration de politique générale mentionne au paragraphe 17 mobilité, le collège veillera à faire respecter l'usage des trottoirs dans leur fonction d'aménagement destiné aux piétons par du mobilier urbain et des aménagements empêchant les comportements inadaptés. Fin de citation. C'est le cas précisément qui nous occupe. Réaliser un aménagement empêchant les comportements inadaptés de la part des piétons. L'écrire, c'est bien, le faire, c'est beaucoup mieux.
Je rassure les spécialistes communaux, il n'y a rien à inventer. Depuis très longtemps, des invitations à traverser ici existent sous différentes formes sur les chantiers de construction. La mise en place d'une petite rambarde, un garde-fou de quelques mètres, permettrait à partir de la fin du trottoir d'inviter de façon bien plus convaincante les piétons à emprunter le passage protégé. En guise de conclusion, j'ignore bien sûr si ces dispositions doivent clôturer la liste des mesures à prendre pour enfin protéger tous les usagers faibles et pas uniquement le cycliste. Je laisse le dernier mot aux experts et j'encourage les partisans du Yaka à élargir leurs horizons pour enfin prendre en compte le piéton et assurer ainsi la sécurité de tous, car c'est leur responsabilité. J'ai dit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Pochard. La parole est à Philippe Dumortier, chemin de la mobilité. Je t'en prie, Philippe. Merci. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Parfait. Monsieur Pochard, je vous remercie. Je vous remercie de la préoccupation que vous portez de manière insistante à essayer de résoudre un problème de mobilité de notre commune. Nous avions, lorsque nous vous avons reçu, fait plusieurs propositions. Nous vous avons reçu au collège, nous avons écouté les propos que vous nous reformulez aujourd'hui et nous avons immédiatement fait une proposition concrète. Participer aux travaux de la commission mobilité en mettant évidemment à profit votre expérience, votre connaissance du terrain. Vous le dites, vous pratiquez cette rue au quotidien. Et je me réjouissais de pouvoir en discuter avec vous comme nous le faisons régulièrement avec toute une série de citoyens, de comités de quartier et de membres de la commission mobilité qui chacun sous leurs aspects, des représentants de la personne à mobilité réduite, des représentants de la mobilité douce, des représentants du GRAC pour la partie vélo, tout cela aurait pu être discuté comme nous le faisons avec des dizaines d'autres points au quotidien. Mais je pense que vous en avez fait plus une histoire de procédure qu'une histoire de recherche de solutions. Soumettre un problème, participer au traiter les eaux du Yaka, il faut que, je l'entends, Monsieur Pochard, et c'est une critique à peine voilée. Nous sommes ici en présent enfin devant la possibilité de nous exprimer et que chacun puisse en tirer les conclusions. Et donc, dans la dia suivante, Xavier, si tu veux bien, nous n'allons pas reprendre ici l'ensemble des points qui ont fait que nous arrivions ici avec un certain délai de retard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réellement pouvoir se pencher sur les problèmes que vous soulevez et on peut changer de dia, Xavier, aller directement en celle avec la première photo et les deux flèches. Voilà, merci. Donc, la problématique que vous soulevez concerne essentiellement la dangerosité du SUL, donc le sens unique illimité pour les vélos, et également, vous l'avez redit, les piétons. À hauteur de ce virage qui longe le mur de la cure, cette situation est susceptible de causer des accidents entre un véhicule descendant la voirie et un cycliste ou un piéton remontant cette même voirie, d'autant que les véhicules doivent se déporter pour éviter un obstacle sécuritaire à cet endroit. Je rappelle que les aménagements qui ont été faits là, que ce soit pour le SUL, que ce soit pour les aménagements de sécurité, n'ont pas pour seule vocation à protéger la façade, le pignon d'un seul habitant, mais bien de permettre à l'ensemble des riverains habitants sur la partie droite, que vous semblez ignorer de cette rue, eux aussi ont le droit à la sécurité et eux aussi sont susceptibles d'avoir à faire face à des véhicules en sortant de chez eux avec une poussette, en sortant de chez eux en faisant leurs courses ou quoi que ce soit. Et donc là aussi, c'était l'objectif prioritaire. Et ça avait été voté en 2005 par le conseil communal de l'époque. Je ne vous ai pas entendu depuis se plaindre de cette situation. Et donc, voilà, nous avons néanmoins participé à la création d'une première ébauche de solution. Et nous allons voir la suite dans la dia suivante, qui consiste à regarder quels ont été les aménagements réalisés. Xavier peut passer à la dia suivante. Attendez.
non, non, attendez. Voilà, merci. Donc, comme je viens de vous le rappeler, il a été décidé en 2005 de la création d'une zone 30 entre l'église et la rue du Pilori, la sécurisation par la réduction de la chaussée à 4 mètres entre les numéros 27 et 29 pour les motifs que je viens de vous dire, et on peut passer à la dia suivante, les procédures qui ont été menées jusqu'à présent. Nous avons pris contact, nous vous avons invité à titre personnel pour venir au dépôt, pour en discuter avec notre conseiller en mobilité. Vous avez été reçu, vous l'avez bien dit, en séance du collège communal. La commission mobilité a étudié la problématique soulevée sans votre présence, et nous le regrettons, vraiment, sincèrement, je le regrette, parce que lorsque l'on pose des problèmes aussi précisément que vous le faites, j'imagine que vous avez aussi des solutions. Vous avez encore d'ailleurs fait la preuve aujourd'hui en nous apportant des éléments nouveaux qui sont en fait une critique des aménagements qui ont été réalisés entre-temps. Les deux tentatives de conciliation avec la commission de la mobilité n'ont pas abouti à votre présence, et donc nous avons interrogé avec le SPOE Mobilité qui s'est rendu sur place avec notre conseiller en mobilité en date du mois de juin 2021. On peut passer à la dia suivante. Attendez, voilà. Donc, le 13 août 2021, le SPOE, nous avons adressé une demande concernant l'opportunité du maintien du SUL, de ce sens unique limité, ou bien sa déviation vers une autre voirie. Et la réponse qui nous a été communiquée est: nous vous déconseillons la suppression du contresens pour les cyclistes existants dans cette artère. En effet, la plupart de son tracé ne pose pas de réels problèmes de sécurité. Toutefois, une amélioration pourrait être apportée pour le confort des cyclistes par la réduction de la largeur de la zone d'évitement striée, hauteur numéro 29, et le tracé de chevron aux confins de cette rue avec la place des Martyrs le long de la bibliothèque et du CPAS. La dia suivante va vous montrer d'ailleurs cette réalisation proposée sur la base d'un plan. Et c'est ce marquage rouge avec chevron et logo vélo cette fois-ci qui indique réellement dans ce tournant la possibilité pour les voitures qui descendent de remarquer que des cyclistes, cette fois-ci de manière très marquée, avec un marquage rouge, peuvent être en confrontation avec eux. Nous avons également réalisé le même marquage au niveau du parc, de la voirie qui sert de carrefour bordant le parc, avec, comme vous l'aviez demandé d'ailleurs, le rappel de l'existence d'un sens unique limité. À ce même niveau du parc, on peut passer à la dia suivante où vous verrez les deux réalisations qui ont été faites. Dans une voirie comme celle-là, dire que l'on peut protéger les piétons systématiquement, à la fois les riverains à droite et à la fois les piétons à gauche, est une réalisation qui est pratiquement impossible au vu de la largeur qui doit être laissée minimale pour les voiries, puisque notamment des véhicules de secours doivent pouvoir emprunter, pompiers en tête, cette voirie. Voilà, je ne suis pas dans le yaka. Je suis toujours disposé, et je pense que ceux qui me connaissent le savent, à discuter, à trouver des solutions. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, mais j'ai la prétention d'écouter les experts qui, eux, me conseillent. Quand le SPOE est mobilité, quand la police vient et quand le conseiller en mobilité s'exprime, je les écoute avec la plus grande attention et je tiens compte de l'ensemble des contraintes. Cette voirie, à cet endroit, est extrêmement délicate. Des situations comme celle-là, nous en vivons au quotidien, malheureusement. Voilà. Si vous estimez que cette solution, cette double solution que nous avons mise en place n'est pas encore satisfaisante, je vous invite, M. Pochard, à nous en faire part officiellement, pas devant uniquement le conseil communal, mais bien dans les endroits où ces décisions se prennent. Et donc, vous êtes à nouveau conviés à participer ou à l'amélioration de la situation. Et je vous remercie en tout cas pour l'implication, parce que ça, sincèrement, je pense que le débat, il valait la peine, et il valait la peine surtout par les premiers aménagements que nous avons réalisés. Voilà. Merci Philippe. Monsieur Pochard, vous avez la parole si vous le souhaitez pour une réaction. Oui, bien sûr, je vous remercie. Ma réaction est très simple. Nous avons pendant 1 heure, vous d'ailleurs, Monsieur Dumortier et moi-même, nous avons analysé par le menu détail chacun des facteurs qui pouvaient jouer un rôle dans cette affaire. Il me semblait tout à fait superflu et inutile d'aller répéter ce qui avait été dit ailleurs. C'est ma façon de voir les choses. Monsieur Dumortier avait parfaitement compris. Il vient de le montrer une fois de plus. Alors que Jacques Pochard aille traîner ses guêtres dans une de vos commissions n'avait aucun intérêt et n'en a pas à l'avenir non plus.
Je suis ravi de voir, quant à moi, que le SPE a exprimé son avis quant à la largeur de la zone zébrée. J'espère que vous en avez bien pris note parce qu'elle permettrait d'élargir quelque peu la partie carrossable de la chaussée, c'est-à-dire de donner un peu plus d'air ou d'espace, si vous voulez, à la circulation piétonne et cycliste, car c'est ce que nous recherchons tous, je crois, la sécurité de ces gens, même s'ils ne sont pas prudents, et je crois qu'il faut les protéger malgré eux. Voilà, j'ai proposé une petite rambarde, ça me semble tellement évident, et une signalisation piéton traversé ici, c'est le BABA, et je ne vois vraiment pas pourquoi ça devrait poser problème. Maintenant, si les spécialistes devant lesquels je m'incline estiment que ça n'est pas nécessaire et qu'ils ont un autre avis, eh bien, ma foi, ce sera la décision de la commune d'Écossy. Merci, Monsieur Pochard. Merci pour cette interpellation et merci à Philippe Dumortier à la fois pour la réponse et pour l'ensemble du travail réalisé avec les équipes. Le point 3 à l'ordre du jour, ce sont au niveau des finances communales, le procès verbal de vérification de la caisse pour le troisième trimestre 2021. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Merci. Le point 4, enfin des points 4 à 7, pardon, ce sont diverses subventions. Alors le point 4, ce sont les piscines scolaires pour un montant de 38 000 euros. Le point 5, la maison de la jeunesse épidémique pour un montant de 140 000 euros. Le point 6, la crèche Bel Air pour un montant de 50 000 euros. Le point 7, Écosport pour un montant de 60 000 euros. Sébastien. Oui, donc j'avais une question à poser concernant les piscines scolaires. Donc, on a récemment modifié la convention relative à l'occupation par les écoles. Et je voulais savoir si les écoles étaient présentes de manière régulière à ces piscines, parce que comme tu le sais, si éventuellement les écoles ne sont pas présentes, on doit quand même payer les piscines. Donc, Oui, il n'y a pas eu ou quasiment pas eu d'annulation cette année scolaire-ci, et ce malgré la crise sanitaire. Donc pour le moment, bah, évidemment, cette semaine-ci, il n'y a pas d'enfants à la piscine, mais ça c'est parce que les écoles sont fermées. d'accord. Et alors, concernant la maison de la jeunesse, donc 140 000 euros de subsides, ça nous semble important par rapport à ce qu'on peut donner notamment au mouvement de jeunesse. Mais ceci dit, il me revient qu'apparemment, la maison de la jeunesse n'aurait pas des certitudes à 100% d'avoir les aides, les subsides des autorités subsidiantes. Est-ce que vous avez plus d'informations par rapport à ça? Alors je n'ai pas d'autres informations par rapport à ça. Ils sont soumis à des plans triennaux. Je pense que le président de la Maison de la Jeunesse est parmi nous, va peut-être pouvoir vous donner un éclairage, mais en effet, au niveau de la commune d'Écossine, la volonté a toujours été de pouvoir jusqu'à présent garder ce montant de subsides dans lequel il y a également des missions communales qui sont confiées. Mais Jean-Philippe, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Non, ben, merci de continuer à nous faire confiance. Pour le reste, au niveau de la subsidiation, il y a, enfin, pour l'instant, pas de souci, en tout cas pas de signaux contraires par rapport à ça. Donc, je ne sais pas d'où tu as les informations, mais ce n'est pas D'accord. juste, en tout cas à l'heure actuelle. Et de toute façon, le CA est régulièrement informé de ce qui s'y passe. Et voilà, donc n'hésite pas à faire part de tes questions à Julie et on y répond en séance du CA. OK, merci. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les cas de subvention? Est-ce que je peux avoir un vote groupé? Je peux peut-être Ah, réagir, hein, parce oui, que Julie. je revenais, je suis revenue vers les autres à ce niveau-là de par ma collaboration au niveau du CA notamment. Et bon, il y avait une question, je ne sais plus que le subside soit éventuellement dégressif, mais c'est vrai qu'en discutant avec les autres, ça a quand même été une année compliquée et que ce soit lié au Covid et aux activités qui n'ont pas pu se faire en termes de rentrée d'argent, etc. Donc voilà, je trouvais qu'il était assez juste de valider le subside tel qu'il était, de par les difficultés qui ont pu être rencontrées euh, par la Maison de la Jeunesse, que ce soit pour le Covid ou d'autres choses. Voilà.
Merci Julie. S'il n'y a pas d'autres interventions, alors je peux avoir votre vote sur les 4 points à l'unanimité. Oui. Je vous remercie. Le point 8, c'est la dotation à la zone de police pour l'exercice 2022. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. C'est le montant qui a été voté au budget à l'unanimité. Oui. Je vous remercie. Les points 9 à 14, c'est une série de conventions d'occupation pour les locaux. Alors, pour le club de mouches l'éphémère, le foyer culturel de l'Avdel, pour l'ASBL Dumas, l'ancienne conciergerie du Sud, pour la Ligue des familles, le foyer culturel de l'Avdel et l'école du Sud, pour le club de philatélie écossinois, le foyer culturel de l'Avdel, pour le club de danse en ligne, le foyer culturel de l'Avdel également, et enfin pour le Patro Sainte Maria Goretti, également le foyer culturel de l'Avdel. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Non, je vous remercie. À l'unanimité, oui. Alors, le point 15, au niveau du patrimoine communal, il s'agit d'un bail amphithéotique en faveur du CPS. C'était une décision, en tout cas, une intention du collège communal qui a été prise pour permettre au CPS de bénéficier de l'actuelle bibliothèque lorsque son déménagement aura été effectué au sein de l'espace Philomène. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Le point 16, au niveau énergie, on en avait déjà parlé, c'est le renouvellement du gestionnaire de réseau de distribution de gaz et d'électricité sur base de la proposition de la Commission wallonne. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus, ça restera donc ORS à 7. Merci. Et le point 17, il s'agit de la continuation de l'accompagnement par la province de Hainaut du projet POLEC dans le cadre de notre PAEDC. Pas de questions? OK pour nous. Non? Pas de questions? À l'unanimité? Oui. Merci beaucoup. C'était donc déjà le dernier point à l'ordre du jour de la séance publique et nous avons donc reçu une série de questions. La première est posée par Xavier Godefroy à l'attention de Véronique Sgalari au niveau de la petite enfance. Je t'en prie, Xavier. Et bonsoir, Monsieur le Bourgmestre, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Madame Léchevin. J'ai une petite question en fait, qui est assez simple. En fait, je pense qu'on a la chance avec aussi de pouvoir disposer d'un service d'accueil de la petite enfance qui était relativement performant, avec un pôle de la petite enfance qui a été maintenant lancé il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, et qui, je pense, donne entière satisfaction à l'ensemble des familles et aussi des enfants qui y séjournent. Je pense que près d'une centaine de familles ont accordé leur confiance aux services mis en place au sein du pôle, qu'il s'agisse d'une part de la crèche Bel Air et d'autre part des accueillantes conventionnées. Et je voudrais ici particulièrement, pour avoir eu le plaisir de pouvoir travailler avec ces accueillantes, de pouvoir souligner leur professionnalisme, mais aussi leur humanisme et leur bienveillance quotidienne. Voilà. Alors, le pôle de la petite enfance continue à étoffer ses services. Et ma question est toute simple, Madame Léchevin, je voudrais savoir si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, par rapport à l'évolution de ce pôle de la petite enfance. Est-ce qu'on entend avoir des accueillantes supplémentaires? Est-ce que certaines de ces accueillantes vont encore passer sous statut? À combien s'élève l'agrément de l'ONE? Et donc, pour faire court, en un mot commençant, quelles sont les perspectives à court et à moyen terme pour quels services à la population écossinoise? Je vous remercie de votre réponse. Je t'en prie, Véronique. Merci Xavier pour ta question. Donc, j'avais préparé des slides. Oups. Voilà. Donc, vous voyez, au-dessus, vous avez un logo du pôle de la petite enfance. Et le pôle de la petite enfance, en fait, se divise en 2 parties. Il y a la crèche Bel Air d'un côté et de l'autre côté, le service des accueillantes d'enfants. Donc, en quelques chiffres, en fait, la crèche Bel Air a débuté en 2018. Donc, à sa direction, nous avons Séverine Siméon. Il y a un demi-temps assistante sociale et à l'administratif. Il y a un agrément de 49 équivalents temps plein, ce qui veut dire qu'il y a 65 enfants inscrits à ce jour à la crèche. Le taux de remplissage moyen des 3 derniers mois est de 82%, qui est un très bon taux par rapport aux autres communes. Il y a une occupation de minimum 40 enfants par jour.
Au niveau du personnel, cela représente 10,75 équivalents temps plein en péricultrice. Donc, c'est 13 personnes qui travaillent sur le site de la crèche. Et la participation financière des parents, comme on appelle le PFP, est un taux moyen de 20,27 € par jour. Donc, c'est un taux par rapport à ce que les parents payent en moyenne. Donc c'est un beau taux aussi. Donc, dans les accueillants d'enfants, en fait, avant, il était géré par le CPS. Nous avons repris, donc transféré le service en juillet 2019. À la direction, nous avons Claire Van Ekenrood et nous avons à mi-temps assistante sociale et administratif. Il y a un agrément ONE de 72 enfants. Donc, c'est 4 enfants temps plein par accueillante, maximum 5 enfants présents simultanément sur le milieu d'accueil. On sait que tous les enfants ne côtoient pas les milieux d'accueil en temps plein. Alors, nous avons 16 personnes, donc 16 accueillantes à ce jour sur Écosine. Nous avons donc 12 salariés, 4 conventionnés. Nous avons 2 candidates statut salarié et donc c'est l'ONE qui nous donne les noms des personnes qui rentrent en tant que salariés durant l'année. Nous avons 2 personnes en fin de carrière avant le terme de la réforme en 2025, donc c'est un choix personnel de ces 2 accueillants. Nous avons actuellement 76 enfants inscrits. Depuis 2021, 4 accueillantes ont intégré le staff hors Écosine. Comme je vous en avais parlé lors d'un précédent conseil, je vous avais dit qu'on recrutait aussi en dehors des frontières d'Écosine. Nous avons maintenant une accueillante à Nast, une à Mignot, une à Neuville et une à Braine-le-Comte. En 2022, mais comme le travail continue, nous allons accueillir un recrutement de 5 accueillantes supplémentaires pour un total de 21 accueillantes. Elles seront donc 12 salariés, 9 conventionnés. Il y aura 6 candidates au statut de salarié, 3 en fin de carrière avant le terme de la réforme en 2025. L'agrément ONE pour 2022 sera de 108 enfants et une répartition au sein du bassin de vie. La participation financière des parents, donc la PFP, est un taux moyen de 18 € par jour. Alors, quand on parle de crèche, on parle aussi du subside communal. Donc, en 2018, nous avions un compte à 100 000 €. En 2019, nous avons un budget initial de 185 000 €. Après avoir fait des concessions et avoir bien géré la crèche, nous avions un budget initial de 210 000 € en 2020. Nous avons fait une modification budgétaire et nous avons la réduction à 100 000 €. En 2021, nous avons un budget initial à 100 000 €. Et comme vous avez pu voir dans les points qui sont passés précédemment, qu'en 2022, la crèche demande un budget initial de 50 000 €. Pourquoi demandons-nous 50 000 €? Parce que nous avons besoin de cash, parce que les subsides ONE ont un retard, je mets entre guillemets, d'un trimestre. Donc, nous avons besoin pour pouvoir payer nos factures et pour pouvoir gérer correctement la crèche, d'avoir du cash flow, comme on dit bien souvent. Et par la même occasion, et je remercie Xavier de m'avoir posé la question, ça permet aussi de mettre en lumière la bonne gestion du pôle de la petite enfance. Et je voulais vraiment remercier les directions, les staffs administratifs, les accueillantes, comme tu disais, qui font un boulot très, très professionnel, les péricultrices également, le personnel technique, les parents pour leur confiance et l'administration communale. Et je voulais vraiment les remercier pour avoir aussi vécu 2020 et 2021 avec les mesures Covid qui n'ont vraiment pas été évidentes pour elles. Et je voulais vraiment remercier tout le monde, aussi bien le CA que l'AG aussi. Merci Véronique. Xavier, si tu souhaites une réplique. Je comptais poser une question justement sur le budget, mais Madame Leschwin m'a coupé l'herbe sous le pied. Je l'en remercie. Non, mais juste ressouligner à nouveau le travail vraiment dans des conditions difficiles, ne l'oublions pas, qui est actuellement réalisé par les différentes parties prenantes au sein de la crèche et au sein des accueillantes conventionnées. Donc, bien joué. Et je me réjouis aussi de la gestion saine qui a été faite de la crèche, du pôle de la petite enfance. Le subside communal a diminué, ce qui démontre d'une très bonne gestion. Et on peut espérer, et je n'en doute pas, que cette bonne gestion continuera dans les années qui viennent. Donc, merci au travail réalisé et merci pour la réponse, Véronique. De rien, merci. Merci à tous les deux. La question suivante m'est posée par Sébastien Deschamps au niveau de la sécurité. Je t'en prie, Sébastien.
C'est laquelle? C'est sur les solvants, Sébastien. Ah, voilà. Ça y est. Heureusement que je suis là. Tu ne sais même plus quelle question tu poses. C'était pas l'intitulé de la question, hein, donc, donc La voilà. question, c'est la question. Voilà. Donc, je voulais poser une question concernant les fortes odeurs de solvants dans les rues Jules Blondeau, Belle-Tête et Roi-Albert. Donc, nous sommes interpellés par des citoyens des rues Jules Blondeau, Belle-Tête et Roi-Albert qui se plaignent de la présence de fortes odeurs de solvants dans leur quartier en ce début du mois de décembre. Pareille odeur était déjà présente dans leur rue voici quelques mois. Pourriez-vous nous préciser si vous avez dès à présent plus d'informations sur les origines de ces odeurs? La situation a-t-elle été examinée par la police de l'environnement? Demande d'information. Merci. Bien, merci pour cette question qui me permet en effet de faire le point sur cette problématique. Alors, le sujet qui est évoqué n'est pas simple parce que nous avons été alertés une première fois au début du mois de novembre 2021 pour des odeurs de produits chimiques type hydrocarbures dans le quartier formé par les rues Blondeau, Roi-Albert, Cuvelier. Le service environnement de la commune d'Écossynes a pris contact avec le département de la police et des contrôles de la région wallonne et ces derniers ont demandé dans un premier temps qu'un agent communal et les pompiers se rendent sur place. Le service environnement de la commune, en compagnie des pompiers de la zone de secours Innocentre, s'est donc rendu sur place afin d'analyser la situation. Et lors de cette intervention, les odeurs avaient déjà l'air de s'atténuer au niveau de la voirie. Elles étaient toutefois encore bien présentes dans certaines caves dans lesquelles le service environnement s'est rendu, mais apparemment un peu moins puissantes au dire des riverains. D'après les pompiers, il s'agissait d'odeurs apparentées à des produits tels que du white spirit ou bien un autre dérivé qui aurait été déversé 1 ou 2 jours auparavant dans les égouts, mais il leur était impossible d'en identifier l'origine exacte. Les conditions climatiques très sèches de la période concernée, associées à une baisse importante de la pression atmosphérique, ont pu intensifier les émanations sur plusieurs rues. Les pompiers ont dès lors conseillé de faire en sorte que tous les avaloirs de la zone soient débouchés pour permettre aux odeurs de s'échapper plus rapidement, ce qui a été fait dans la foulée. Les riverains n'ayant plus eu de contact avec le service environnement de la commune, la police de l'environnement ne s'est pas rendue sur place. Il n'y a dès lors aucun rapport de leur part sur cet incident. Un phénomène olfactif s'est reproduit début décembre. J'ai pu prendre connaissance de ce fait par les réseaux sociaux et j'ai pu conseiller directement aux riverains concernés de prendre contact à la fois avec le service environnement de la commune, mais également de prendre contact avec la police de l'environnement au 17-18. En effet, ce sont les seuls à pouvoir opérer des contrôles plus poussés afin de déterminer la ou les auteurs de l'acte générant ces odeurs. Il s'agit plus que vraisemblablement d'une ou de plusieurs personnes qui viennent déverser des produits de type white spirit dans les égouts de ce quartier. Au niveau de la commune d'Écossynes, nous avons décidé de travailler sur la prévention par rapport à ce type de pollution. Notre gardienne de la paix, en collaboration avec le service communication de la commune, prépare des outils pour ce faire et prochainement, une campagne de sensibilisation sera menée, en particulier dans ce quartier. Merci pour cette réponse et je vous remercie d'être particulièrement attentif sur ce problème à l'avenir. Je pense qu'il faudra, comme tu l'as dit, agir rapidement pour essayer de trouver les auteurs parce que ça commence à inquiéter quand même les riverains du quartier. Merci bien. La question suivante est posée par Arnaud Delavert à l'attention de Philippe Dumortier au niveau de la mobilité. Je t'en prie, Arnaud. J'ai des petits problèmes de PC, donc si ça coupe, voilà. Alors, question, monsieur Philippe Dumortier, échevin et travaux, ambassadeur prudent, demande d'info. Au conseil communal du 18 janvier 2021, nous attirons votre attention sur les ambassadeurs prudents qui avaient disparu du paysage écossinois. En séance, il nous avait été précisé par l'échevin et travaux. Ceux-ci seraient réutilisés et visibles dans les endroits les plus accidentogènes de la commune, aux abords des écoles, et que la vocation était de les mettre dehors. À coût de 1 000 €, ceci avait été réalisé en collaboration avec Ecoslo. Force est de constater, 11 mois plus tard, sauf erreur de notre part, que ces ambassadeurs prudents ne sont plus visibles sur le territoire écossinois. Pourriez-vous nous en expliquer les raisons? Demande d'information. Je t'en prie, Philippe. Je te remercie Arnaud pour cette question qui est importante puisqu'elle est en lien avec la sensibilisation à la vitesse excessive et nous savons tous combien cette problématique est importante et pas que seulement dans notre commune.
comme tu l'as dit, mais je tiens à préciser quand même un peu, les ambassadeurs avaient été réalisés par Ecoslo, moyennant une aide financière de notre commune. Plusieurs de ces figurines ont subi des dégradations, parfois importantes, dégradations dues peut-être au climat, mais surtout à de la malveillance de personnes. Après analyse avec des services travaux et mobilité, il ressort 2 soucis. Le premier est en lien avec les matériaux choisis par Ecoslo. Le bois est putrescible et s'est fortement dégradé suite aux intempéries et il ne s'avère donc plus adapté pour une utilisation à long terme. Le second souci est en lien avec les couleurs choisies. Je ne parle pas ici d'esthétique, mais bien en termes de visibilité qui rend ces figurines dangereuses, notamment la nuit, en raison de l'obstacle qu'elles peuvent représenter. Et dès lors, je maintiens bien sûr la volonté de repositionner ces dispositifs préventifs, mais pas avec les éléments existants. Une étude est donc en cours afin de reconfectionner ceux-ci sur les socles existants, qui eux sont toujours bons, les fameux socles avec les ressorts, mais en utilisant des matériaux plus pérennes et des couleurs plus adaptées, plus flash, plus visibles, de type jaune fluo, comme on peut le voir sur des panneaux qui peuvent indiquer les rétrécissements de voirie. Voilà ce qui va être proposé pour la reconfection. Donc, l'objectif est d'essayer de mettre ça au retour du beau temps. Donc voilà, j'espère t'avoir rassuré, Arnaud. Ok, ça va. Je serai attentif à ça. Enfin, tu dis que c'est un projet d'Ecoslo, mais c'est aussi un projet du Conseil communal des enfants, je crois. Je parlais de réalisation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai pas refait toute la genèse du projet. Je parlais d'aide financière que tu mentionnais. Oui. Du coup, j'aimerais poser une question par rapport au Conseil communal des enfants aussi. Non, je ne pense pas que ce soit le sujet, Arnaud. En fait, je voulais embrayer là-dessus parce qu'on a des... Je t'inviterai alors à poser une question lors du prochain conseil communal. J'en ai tellement... Je ne doute pas que la mandature est encore longue. Ok, ça va, d'accord. J'y répondrai avec plaisir. D'accord, ça va. En tout cas, merci Philippe. J'attends de voir ça alors du coup au retour du bon temps. La question suivante qui m'est reposée par Sébastien, je t'en prie. Ton micro n'est pas allumé. Oui, voilà, voilà, merci Xavier. Donc, question à Xavier Dupont concernant une proposition de modification du règlement général de police relatif aux robots tondeuses. Je suis toujours... Donc, afin de... Allô? Oui, on t'entend, Sébastien. Oui, voilà. Afin de protéger les hérissons victimes de robots tondeuses, le Conseil communal de plusieurs communes de Wallonie a modifié le règlement général de police par l'insertion d'une disposition réglementant l'usage des robots tondeuses, notamment pendant la nuit. Fruit d'une technologie récente, les robots tondeuses sont de plus en plus utilisés pour l'entretien de jardins particuliers. Ils offrent un précieux gain de temps, mais une fois en action, la plupart des modèles ne détectent pas la faune sauvage. Ainsi, un robot tondeuse qui heurte un hérisson poursuivra son chemin sur le hérisson roulé en boule, qui n'échappera pas à ses lames aiguisées. Actifs entre la fin de journée et l'aube, de nombreux hérissons sont victimes d'accidents avec des robots tondeuses programmés pour tondre durant la nuit. Les blessures sont souvent très graves, parties de tête ou membres amputés, et un hérisson blessé n'est souvent retrouvé que bien plus tard, alors que ses plaies sont souvent très infectées et impossibles à soigner. Dans de telles circonstances, les chances de survie des victimes sont quasi nulles. Compte tenu de ces éléments, que pensez-vous d'une modification du règlement général de police dans ce cadre? Demande d'information. Merci. Bien, merci pour cette question. Alors, comme toi, Sébastien, je suis particulièrement sensible au bien-être animal, plus encore des animaux plus fragiles, victimes du développement technologique des hommes. La question des robots tondeurs a déjà été abordée par les membres du collège de police. Toutefois, suite à la réponse de Madame la ministre Tellier en charge du bien-être animal au niveau de la région wallonne en juin 2020, nous n'avons pas avancé dans le cadre de la modification de notre règlement général de police. En effet, la volonté de Madame la ministre est de faire édicter des normes de construction qui éviteraient les blessures aux animaux plutôt que de restreindre l'usage, ce qui est difficile à faire appliquer. En effet, la plupart des tondeuses automatisées ne sont pas visibles de la voirie et la zone de police craint
la délation entre voisins qu'autre chose, ce qui n'est bien entendu pas le but recherché. Madame la ministre a chargé son administration d'analyser la possibilité d'interdire l'utilisation de ces engins durant la nuit, étant donné qu'une telle contrainte paraît acceptable au regard de la plus-value qu'elle aurait pour cette espèce. Toutefois, si nous devons adapter notre règlement général de police, je plaiderai plus pour une période dite nocturne, soit la période située de 2 heures avant le coucher du soleil à 2 heures après le lever du soleil, plutôt que des heures fixes qui ne correspondent pas à la réalité de l'activité nocturne des hérissons à protéger. Je te remercie pour cette réponse positive. Je crois que ce sera un pas dans la bonne direction pour le bien-être animal à Écosine, même si, voilà, merci bien en tout cas. De rien. Alors, la question suivante, posée toujours par Sébastien, à l'attention de Philippe Dumortier au niveau du patrimoine. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc la chapelle du Bois, située à la rue Docteur Bureau à Écosine, en face de l'ancienne maison de repos Sainte-Philomène, est une chapelle privée qui est aujourd'hui à l'abandon. Par le passé, des démarches ont été entreprises auprès des héritiers en vue de racheter cette chapelle pour l'euro symbolique et remettre en état cet élément du patrimoine local. Écosine a connu une série de chancres, par exemple le Mikachou, l'église du Sacré-Cœur qui était à l'abandon, etc. Et au fur et à mesure des années, l'état général de cette chapelle du Bois se détériore. Il serait souhaitable d'entreprendre des démarches en vue de remettre ce bâtiment en état. Une restauration de cette chapelle sera la bienvenue. La solution préconisée par le notaire pour débloquer le dossier est de solliciter du président du tribunal de première instance de Mons, sur base de l'article 585 du Code judiciaire, la désignation d'un administrateur judiciaire chargé de représenter à l'acte de cession les copropriétaires qui n'ont pas pris position. Dans ce cas, il faudrait arguer de l'extrême urgence en invoquant l'état de délabrement de la chapelle et de la nécessité d'entreprendre dans les plus brefs délais des travaux importants de restauration pour éviter de perdre définitivement un témoin du passé. En octobre 2020, le groupe Ensemble a interpellé le conseil communal sur le sujet. À cette occasion, les chefs des travaux avaient pu nous préciser que le notaire était toujours en difficulté de recherche d'héritiers, tant le nombre est impressionnant et dispersé. Il nous informait également de ceci: tant que cette procédure n'est pas aboutie, il appartient au notaire de la mettre en place. Nous sommes face à la même situation de blocage sur un terrain privé. Les chefs des travaux ajoutaient par ailleurs ceci: si d'ici fin 2021, la situation ne devait pas évoluer à son niveau et que le notaire n'entame pas les démarches, nous avons à ce moment-là l'opportunité, pour des raisons d'urgence, de recourir à une procédure d'expropriation légitimée par le danger et la détérioration que peut représenter cette chapelle, monument patrimonial que tout le monde connaît près du cimetière. Les chefs des travaux nous disaient aussi ceci: nous reprendrons contact à nouveau avec le notaire et nous lui signifierons, si nous n'avançons pas cet arrêté d'expropriation, du moins notre volonté de le faire, pour aller devant la justice de paix et espérer ainsi un déblocage de ce dossier. Nous voici en 2021, en fin 2021. Est-ce que le notaire a pu débloquer le dossier? Sinon, avez-vous pris contact avec le juge de paix, comme vous l'aviez annoncé au conseil communal d'octobre 2020? Merci. Je t'en prie, Philippe. Je te remercie, Sébastien, pour l'intérêt que tu portes à ce dossier de préservation des biens à caractère patrimonial. Je précise d'emblée que je ne suis pas l'échevin du patrimoine, pas plus que je ne m'occupe des affaires juridiques, mais je vais, pour une question qui semble évidente à tes yeux, répondre avec grand plaisir à cette question en plusieurs volets. Ce dossier est complexe, tu en as rappelé les grandes lignes, même si ton intervention laisse sous-entendre qu'il suffit de réhabiliter cette chapelle pratiquement aux frais de la commune, parce que c'est un peu ça que tu sous-entends, qui en soi est déjà étrange, mais c'est surtout la procédure juridique qui est particulièrement délicate. Rappelons d'abord qu'il s'agit d'un bien privé, que nous sommes particulièrement attentifs dans cette majorité et dans celle qui a précédé à la conservation de notre patrimoine. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame. Réfection d'église, toiture d'église, reprise du Sacré-Cœur, réfection de
de l'espace Philomène. Tout ça sont autant d'exemples de patrimoine importantissime de notre commune qui sont préservés. Donc, je ne voudrais pas que ton intervention laisse sous-entendre que nous traînons dans la gestion de nos dossiers. Alors, quelles sont les difficultés que rencontre le notaire ? Tu l'as dit, de nombreux héritiers dont certains sont inconnus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Puisque nous sommes en fin 21, je vais faire le bilan. L'Union des villes et communes a été interrogée concernant les modalités et procédures d'expropriation. Il apparaît ici que la constatation de l'utilité publique ne peut être invoquée car elle requiert une habilitation légale expresse en vue de justifier cette expropriation d'un bien à un usage autre que public, parce que c'est bien là toute la problématique, c'est qu'une expropriation pour utilité publique peut se concevoir assez facilement. Ici, un usage public d'un bien privé, c'est absolument pas d'actualité ici sur ce dossier. Une autre piste a donc été creusée entre-temps par le service juridique, celle du Code wallon du patrimoine, dont plus particulièrement l'article 46 qui prévoit que l'administration du patrimoine peut proposer au gouvernement de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens classés menacés d'abandon, de ruine ou de destruction. Cela signifie que pour les bâtiments classés, il existe une habilitation légale dans le Code wallon du patrimoine qui peut donner lieu à une procédure d'expropriation. Or, ici, en l'espèce, la chapelle n'est pas classée. Et ça, c'était évidemment un autre élément. Elle est tout juste reprise à la liste du patrimoine, mais pas classée. Dès lors, et pour montrer qu'on n'a pas chômé, l'objet étant ici de préserver un bien à caractère patrimonial, nous avons alors pris contact avec l'Agence wallonne du patrimoine. Un échange a eu lieu entre notre juriste et l'Agence wallonne du patrimoine en novembre de cette année. Cette dernière, après examen du dossier, nous renvoie désormais, et nous a formulé ça par écrit, vers la cellule de gestion du patrimoine funéraire. On avance ou on recule, c'est selon, mais tu avoueras que on n'est pas inactif dans ce dossier. Le service juridique va prochainement prendre contact avec cette cellule de la région wallonne, c'est M. de Florenne évidemment que tu connais, parallèlement à cela. Et c'est là que ça devient intéressant. Un conseil juridique spécialisé va être consulté afin d'obtenir un avis pertinent en la matière en vue d'une potentielle action en justice. Cette solution ultime semblant hélas être la seule manière de faire bouger les choses. Encore faut-il y mettre les bonnes formes, puisque tu l'as compris, l'expropriation pour utilité publique n'est pas aussi simple dans ce dossier. J'ai en outre demandé un rapport technique afin de déterminer s'il y a ou non un problème de sécurité juridique lié au muret. Si tel devait être le cas, nous verrons à ce qu'un arrêté de police du bourgmestre puisse être pris afin de sécuriser les lieux par la pose de barrières et d'éventuelles réparations du muret par la commune pour éviter d'aggraver la situation. Mais là, on est en périphérie et c'est un objet ici de sécurité publique et pas en aucun cas de préservation du patrimoine. Je regrette qu'on en arrive à ce genre de situation, mais voilà, la situation particulière sur un bien totalement privé. Je pense que nous avançons, nous sommes fin de l'année 2021. Je te fais donc ce rapport, mais je n'estime pas être en retard dans la gestion de ce dossier. Merci Philippe. Ok, merci Philippe pour ces éclaircissements. Je crois qu'il faudrait vraiment mettre les bouchées doubles pour essayer de trouver une solution parce que c'est quand même, enfin, j'ai eu des photos de l'intérieur du bâtiment et c'est vraiment magnifique. Les pierres qui se trouvent à l'intérieur, vraiment, c'est vraiment très très beau sur le plan patrimonial et j'aimerais vraiment bien qu'on mette tout en œuvre pour sauver ce bâtiment qui fait partie de notre patrimoine. Je pense qu'il y a pas énormément de communes qui ont de tels éléments du patrimoine dans leur cité. Vraiment, j'aimerais vraiment bien qu'on fasse tout pour que ça aille le plus rapidement possible, parce que si on traîne de trop, quelque part, ce sera trop tard. Je m'inspirerai de l'exemple que tu as dû certainement réserver à ce genre de patrimoine dans le passé, lorsque tu y étais. Donc, avec grand plaisir, je mettrai les bouchées doubles, voire triples. Mais à l'époque, Philippe, il y avait déjà des démarches qui avaient été entreprises. Merci à tous les deux. Et la dernière question qui est posée par Pierre à l'attention de Véronique et Philippe pour le marché de la place Cousin en particulier. Je t'en prie, Pierre. La dernière question de l'année, quel honneur. Donc, une petite question sur le marché de la place Cousin, l'accès au réseau électrique. Donc, on peut se réjouir de la bonne santé des marchés à Écoussines. On l'a déjà dit lors d'un précédent conseil communal. Donc, on remercie vraiment vivement les services communaux qui s'en occupent. C'est vraiment du très, très bon travail et très concret.
Par contre, pour celui de la place Cousin, qui est une place qui nous tient particulièrement à cœur, comme vous le savez, pour cette place, on nous signale que certains exposants ne peuvent pas être présents étant donné qu'aucun accès électrique ne leur serait octroyé. Donc, on vous demande de nous présenter, s'il vous plaît, s'il y a des éventuels obstacles techniques qui empêchent leur présence sur le marché et que comptez-vous faire pour le rendre accessible à un nombre plus important d'exposants. Merci. Merci Pierre. Je ne sais pas, Véronique, Philippe, comment vous êtes organisé pour répondre. Je pense que c'est Véronique qui va. Honneur aux dames. Oui, voilà. Donc, voilà, je suis un peu étonnée de ta question, Pierre, voilà, qui m'interpelle un peu. En fait, nous n'avons jamais refusé qui que ce soit sur les marchés en évoquant un problème de branchement au compteur électrique, donc jamais. Donc, je ne sais pas qui sont ces personnes, mais n'hésite pas à les faire revenir vers moi. Franchement, pas de souci. Si on refuse quelqu'un sur un marché, c'est qu'il y a un concurrent direct qui est là déjà sur place. Donc, on n'aime pas d'avoir des doublons de maraîchers. On privilégie toujours également les Écossinois ou les voisins de notre commune pour les emplacements. Il y a eu effectivement un problème le 19 septembre et ça tombait bien parce que c'était la journée de la mobilité sur le plateau de la gare et l'électricien de la commune y était présent et donc il a vite été voir sur la place Cousin ce qui se passait et en fait c'était un problème sur un camion d'un maraîcher. Donc, le problème ne venait pas du compteur électrique lui-même. Je tiens aussi à rappeler que le compteur électrique, les emplacements sont gratuits sur tous les marchés écossinois, qui n'est pas du tout le cas dans les autres communes dans les environs. Dans les autres communes, il y a une redevance pour les maraîchers fixes et il y a une autre redevance pour les maraîchers volants et que la redevance est calculée par rapport au mètre courant. Chez nous, tout est gratuit. Donc, qui prennent 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, tout est gratuit, aussi bien l'emplacement que l'électricité. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail conséquent qui est fait pour le redéploiement des marchés et des ajustements se font régulièrement. Donc, par exemple, sur le marché de la place Cousin, la ferme qu'entraîne un nouveau camion, donc automatiquement, on va revoir la disposition pour qu'il puisse se mettre correctement. On essaye vraiment de faire vivre les marchés, comme tu disais, et c'est vrai qu'il y a un beau redéploiement. Donc, voilà, moi, tu peux vraiment refaire venir les personnes vers moi pour qu'elles m'expliquent quand elles ont été refusées. Et voilà, tout simplement. Mais sinon, on n'a pas de problème avec les compteurs, que ce soit sur les places. Tout ce qui est technique, je vais laisser plutôt ça à mon collègue Philippe Dumortier. J'espère avoir répondu à ta question, Pierre. Oui, Philippe. Me voilà devenu électricien. Qui l'eût cru. Donc, d'un point de vue purement technique, nous avons bien 6 fiches 16 ampères, une fiche 63 ampères et la capacité est fonction des besoins de chaque maraîcher, mais elle est largement suffisante actuellement pour accueillir l'ensemble des commerçants présents. Il existe, s'il y avait une volonté d'extension du marché, des solutions techniques moyennant notamment l'installation d'un coffret de dispersion qui pourrait porter le nombre de maraîchers pouvant bénéficier de cette installation électrique jusqu'à 20 participants. Alors évidemment, tout ça sera dépendant, et ça, il faut absolument, j'insiste, que l'expression du besoin soit clairement identifiée, mais en moyenne, par rapport au type de maraîchers que nous avons, une vingtaine, c'est une possibilité technique moyennant ce coffret de dispersion. Donc, pas de souci électrique sur ce marché. Les problèmes qu'on a rencontrés dans le passé sont en général liés à la conformité du matériel qui a été branché dessus. Donc, nous avions parfois des éléments défectueux qui ont causé évidemment une rupture de l'ensemble de l'installation et fait sauter le disjoncteur, ce qui est effectivement le but et donc qui nécessite le rappel de l'électricien. On avait parfois aussi 5 à courant, des dérouleurs qui ne sont pas complètement, enfin des enrouleurs qui ne sont pas complètement déroulés, donc le câble restant enroulé, cela provoque des surchauffes et donc là aussi une mise en arrêt du système. Voilà. Mais à part ces éléments-là, selon notre service électrique, évidemment, vous avez bien compris, hein, Pierre, toi, que c'est moi qui parle en tant qu'électricien dans cette matière. Voilà. J'espère avoir pu te rassurer, en tout cas, sur la partie technique. Oui, donc un grand merci de m'avoir rassuré à la fois de
de manière technique. Donc, j'ai 1 minute pour répondre à ça, Monsieur le bourgmestre. Donc, C'est bien ça, Pierre. C'est 1 minute, donc à partir de maintenant. Donc voilà, un grand merci d'être assez rassurant. Aussi, j'ai entendu de la part de Véronique qu'on donnait priorité au commerce du village. Je pense que c'est important quand il y a 2 commerces les mêmes, c'est de donner priorité aux gens du village. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je suis aussi content qu'il n'y ait pas de problème électrique. Eh bien, ce n'est pas l'objet de la question, mais ça pourrait aussi dire qu'on pourrait remettre une petite banderole lumineuse là dans ce quartier. Je trouve que la place des Caussines ou la place de Marche sont vraiment très très belles avec les féeries lumineuses de cette fin d'année. On n'est plus tout à fait dans le même sujet. Voilà, il y a une bonne chose à la place Cousin cette année-ci, c'est qu'il y a un sapin qui a été décoré par les écoles du quartier. Donc, c'est déjà une bonne chose, mais je trouve que ce serait bien aussi de mettre une petite banderole lumineuse à cet endroit-là. C'est bien pour les commerces, c'est bien pour tout le monde. Il me reste encore 14 secondes, Monsieur le bourgmestre, pour souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année. Voilà, merci. Merci Pierre-Philippe. Oui, puisqu'on parle d'un sujet à l'autre, il y a bien de choses à dire sur la place Cousin, hein, tout ce qu'on y a fait tout autour, l'église en cours de rénovation, etc. Donc je pense qu'il y a du positif et je rassure, comme ce débat avait été porté dans le cadre de l'élaboration du budget 2022 que vous avez voté, ou pas, il y a effectivement l'extension du marché des illuminations à la place Cousin et notamment l'illumination du chêne centenaire. Donc, j'espère que cela sera propice à effectivement améliorer encore plus la situation de ce quartier. Je te rejoins. Merci Philippe pour ce complément. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, mais surtout une bonne fin d'année, un très bon début 2022. Alors on a dit à peu près la même chose il y a un an en se disant que l'année prochaine ne pourra pas être pire que celle-ci. On espère que cette fois-ci ce sera effectivement vrai et que nous ne serons plus soumis, en tout cas sur l'ensemble de l'année 2022, à des restrictions liées à la crise sanitaire. J'espère que vous pourrez quand même profiter de cette fin d'année pour passer des moments en famille, pour pouvoir vous retrouver, vous reposer un petit peu et pour que nous puissions repartir en forme dès l'année prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous et je demanderai aux conseillers communaux, bien entendu, de rester parmi nous pour la séance à huis clos.